qu'on fait une émission spéciale Céline aujourd'hui. Céline, c'est pas uniquement un antisémite, c'est quelqu'un qui a créé une nouvelle langue. Là, on va, je pense, entamer directement les sujets compliqués. C'est difficile d'aimer Céline aujourd'hui. Moi, j'ai perdu des amis quand ils ont su que j'étais ayant droit de Céline. C'est qu'il y a, entre guillemets, de nouveaux Céline qui sont sortis. Céline a toujours cru qu'on lui avait volé des manuscrits. On a été obligé de porter plainte pour les récupérer. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans notre rendez-vous au 19. Je suis en compagnie d'Antoine, comment vas-tu? Je m'en quitte plus. Et en compagnie de Véronique Chauvin, l'ayant droit de Louis-Ferdinand Céline. Merci beaucoup d'être ici, comment vas-tu? Très bien, merci. Eh bien, très content parce qu'on fait une émission spéciale Céline aujourd'hui, mais pas Céline comme on a l'habitude de le voir ou de l'entendre, mais Céline à travers les yeux de sa femme, c'est-à-dire les yeux de Lucette. Pour revenir un petit peu, qui est Véronique? Véronique, tu es l'ayant droit des œuvres de Céline, mais tu es aussi auteur. Tu as écrit plusieurs ouvrages, tu peux me passer celui-là, dont Céline Secret, qui, alors j'allais dire, est une forme de retranscription de la pensée de Lucette, de ce qu'ils ont vécu avec Céline pendant la Première Guerre mondiale et toutes les polémiques qu'il y a eu autour de ses œuvres, et ainsi que celui-ci, c'est pas le dernier. Non, le dernier, c'est au Mercure, c'est Céline en héritage. Céline en héritage. Qui est sorti au mois de mars de l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de celui-ci? C'est un livre qui mêle les fils de ma vie personnelle avec la découverte de tous ces manuscrits inédits. Okay. Et donc toutes les polémiques qui s'en sont suivies et tout le côté merveilleux, extraordinaire de découvrir autant de pages qu'on ne connaissait pas et qu'on croyait totalement disparues. Oui, je vais peut-être vous donner du contexte qu'on n'a pas donné, c'est qu'il y a, entre guillemets, de nouveaux Céline qui sont sortis il y a, il me semble, voilà, 2 ou 3 ans. C'est cela dont je parle en dans le dernier livre. Guerre, Londres et les Chroniques du Grogol. Voilà. Et c'est finalement la découverte de ces manuscrits par vous, peut-être revenir, mais et votre entourage, et comment on les fait publier. Je parle dans le dernier livre, voilà, sous mon nom Chauvin, qui est mon nom de femme mariée, et Robert, c'était mon nom de jeune fille. Et donc, quand j'ai écrit le premier livre, en 2001, un livre à 2 voix avec Lucette, où elle raconte sa vision de ce qu'elle a vécu, la façon dont elle a ressenti toute cette vie qu'elle a menée avec son mari. Et c'est aussi c'est ce nom que j'avais pris au début. Et après, j'ai commencé Robert Chauvin et maintenant Chauvin. Ce qui fait que je suis très content, parce qu'on va pouvoir parler d'un de mes auteurs que j'apprécie énormément. Alors, là, on va, je pense, entamer directement les sujets compliqués comme ça. Après, on aura passé des sujets là et on va passer sur autre chose. C'est difficile d'aimer Céline aujourd'hui. On est vite accusé des pouvoirs. Comment est-ce qu'on peut lire Céline? Moi, par exemple, j'ai des amis à moi qui ne veulent pas lire Céline parce que Céline était antisémite et qu'il avait des discours qui ont été collabos. Enfin, voilà. Moi, j'ai perdu des amis quand ils ont su que j'étais ayant droit de Céline. Ah ouais, à ce point-là? À ce point-là. Oui, il y a plein de mais gens en plus, c'est même pas ça. Je veux dire, quand on est en droit de Céline, c'est pas vraiment de ta faute, c'est-à-dire qu'elle t'a... Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas aimer Céline sans être antisémite. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et il y a aussi et ça c'est quelque chose que je peux comprendre totalement, des personnes qui ont eu leur famille décimée dans les camps et qui ne peuvent pas entendre le nom de Céline sans avoir des douleurs horribles. Et ça, je peux complètement le respecter. Et qui ne peuvent pas lire Céline. Parce que pour eux, c'est pas possible. Et est-ce que Gallimard ont hésité, pour rentrer dans des choses concrètes, ont hésité ou non au moment de la découverte de ces nouveaux textes à les publier? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, ils l'ont fait, ils se sont fait énormément attaquer, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes, d'intellectuels, qui ont dit que c'était pas des livres dignes d'être publiés en blanche, parce que c'était des premiers jets, que c'était pas abouti, que Céline n'aurait jamais voulu les faire paraître dans cet état. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de polémiques. Bon, comment s'est passée cette histoire de découverte? Céline a toujours cru qu'on lui avait volé des manuscrits. Oui. Alors, à quel moment est-ce qu'il a cru ça? Pourquoi est-ce qu'il a cru ça déjà, Céline? Parce qu'il est parti en juin 1944, il a fui Montmartre parce qu'il commençait à recevoir des petits cercueils et que l'ambiance n'était pas vraiment favorable. Et donc, il a fui pour rejoindre le Danemark. Et en partant rapidement, il pensait qu'il allait partir très peu de temps. Finalement, il est parti 7 ans
Et donc, il a tout laissé sur place. Il pensait revenir. Et donc, tout ce qu'il a laissé sur place, quand il est revenu, ça n'existait plus. Donc, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, malgré la découverte de ces manuscrits, malgré les révélations de Jean-Pierre Thibaudat, qui raconte que c'est Moranda qui les avait par devers lui, qui les lui avait confiés, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, parce que Céline est partie en juin 1944 et Moranda n'est arrivée qu'au mois de septembre. Et entre juin et septembre, il y a eu beaucoup de va-et-vient, de gens qui sont rentrés, qui sont sortis, et donc peut-être qu'il n'y a pas la totalité des manuscrits qui ont été retrouvés. Donc ça reste encore quelque chose d'excitant. On pourrait demain encore recevoir un appel et dire on a un nouveau livre de Céline, un nouveau manuscrit. Oui, parce que tout n'est pas complet, il manque des pages. Comment vous avez, je dis vous parce que c'est un ensemble de personnes, découvert et su qu'il y avait 3 nouveaux livres, 3 nouveaux manuscrits de Céline. Donc on a dit Londres, Guerre, Londres et Krogol. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, la réalité? Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de François Gibault, qui est l'autre ayant droit avec moi, l'avocat de Lucette, qui m'a dit « Est-ce que vous êtes assise ?» J'ai dit « Oui », parce que je viens de recevoir le coup de téléphone d'un confrère qui m'annonce qu'il a une somme incroyable de manuscrits inédits de Céline qui lui ont été confiés par un de ses clients et il nous invite à venir en prendre connaissance. Et donc on a acté un rendez-vous, boulevard Raspail, chez Maître Pierrat. Et donc on est arrivé là. Et on ne nous a pas fait voir les manuscrits, mais on a rencontré Jean-Pierre Thibaudat qui nous a expliqué, qui nous en a parlé, qui nous a dit qu'il les avait transcrits et que c'était absolument... et qu'il a fait ça pendant des années. Mais il a toujours refusé de nous dire à quel moment il avait reçu ces manuscrits, qui les lui avait donnés. Et donc tout ça, c'est resté mystérieux. Et à chaque fois qu'on posait des questions, on n'avait pas de réponse. Voilà. Et donc, ils nous ont proposé un deal qui était de prendre rendez-vous pour Jean-Pierre Thibaudat avec Antoine Gallimard pour qu'il devienne éditeur scientifique chez Gallimard et que tous ces manuscrits, on les confie à l'IMEC, dont lui était partie prenante, Pierrat, en tant que secrétaire général. Voilà, et donc c'était ça qui était, voilà, donc on est resté là avec François. François a dit à Thibaudat, vous alors vous êtes le Père Noël, il a souri modestement. Moi, j'ai demandé à Pierrat si quand même il y avait, que c'était quand même des manuscrits où il pouvait y avoir quand même un recel et que le recel n'était pas prescrit, qu'il pouvait y avoir quand même un problème à ce niveau-là parce que c'était quand même des manuscrits qui auraient dû être remis à Lucette. Et donc il m'a dit si vous vous entendez, il n'y aura aucun souci. Voilà, et on est parti. On s'est quitté devant boulevard Raspail avec François, et voilà, sans un mot. Et moi, les jours qui ont suivi, dans ma tête, je me disais, mais c'est quand même pas normal que ces manuscrits, je vois pas pourquoi, c'est des manuscrits qui devaient revenir à Lucette, pourquoi ce sont eux qui les ont, pourquoi est-ce qu'on devrait accepter ce qu'ils nous disent? C'est quand même... Et donc j'ai appelé François et je lui ai fait part de mes réticences. Et il m'a dit, oui, je comprends vos réticences, on va négocier. Et pendant 7 mois, on a essayé de négocier et ils n'ont rien voulu entendre. Négocier quoi? Eh bien, négocier le fait qu'ils nous rendent ces manuscrits quand même. Ils ne voulaient pas vous les rendre. Qu'on mette Jean-Pierre Thibaudat, parce qu'il y avait déjà travaillé, comme éditeur, mais que ces manuscrits qui ne leur appartenaient pas, d'abord qu'on sache d'où ils provenaient, et qu'en plus, ils nous les restituent. Ça aurait très bien pu être faux. Enfin, je veux dire, il y aurait peut-être... Non, ça avait été contrôlé quand même, c'était pas des faux. Ça, je pense qu'on n'a jamais eu en doute ça. Mais ça n'a pas été possible. Donc pendant 7 mois, on avait pris un avocat, Pierrat il s'en occupait sérieusement. Et donc il nous proposait simplement, curieusement, de nous remettre les papiers antisémites. Parce que là on parle de ce corpus,
avec Guerre, avec Krogol et avec Londres, mais il y avait aussi d'autres choses. Il y avait aussi un bout de casse-pipe, il y avait des lettres, il y avait surtout des papiers, des journaux avec des textes antisémites dont Céline aurait pu et l'avait sans doute inspiré pour écrire ses pamphlets. Donc lui, Pierrat, il pensait qu'on voulait, si vous voulez, être comme si on voulait pilonner et faire ne pas exister le côté maléfique de Céline, ce qui n'était pas du tout notre cas. Que Lucette, qui aimait cet homme, à certains moments, on l'appelait la veuve Pilon à un moment, elle n'est pas voulu mettre l'accent, le projecteur sur le côté de son mari qu'elle était la première à réprouver. Elle lui disait sans arrêt, tu te mets un pavé sur la tête, ne publie pas ses pamphlets. Elle essayait sans arrêt de l'adoucir et de l'empêcher. Elle était antisémite elle aussi ou pas du tout, justement. Et comment c'est possible de pouvoir... Elle l'aimait comme il était. Hein. Et même moi, c'est ça toujours qui m'a fascinée chez Lucette. C'est de voir l'amour qu'elle a eu pour lui jusqu'au bout, alors que quand même, elle a eu une vie qui était difficile et qu'elle l'a soutenue tout le temps. Et elle était absolument lucide. Elle l'a jamais vu autrement qu'il n'était. Et pour les gens qui ne connaissent pas, ils se sont rencontrés comment ? Un petit peu de contexte de leur histoire à eux. Ils se sont rencontrés dans un cours de danse parce que Céline était passionnée par la danse. Et donc, il était très ami avec un peintre montmartrois, Jeanne-Paul. Ils se voyaient sans arrêt. Et donc, Jeanne-Paul aussi aimait beaucoup les danseuses. Et donc, il avait entraîné Céline à un cours de danse pour voir des danseuses. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés en 35, fin 35, début 36. Et Lucette, elle était très fleur bleue, elle était très... Et donc, Céline l'a longtemps et beaucoup courtisée, avant qu'elle accepte de prendre un café avec lui, d'aller dîner, etc. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et petit à petit, elle est rentrée dans sa vie. Et donc, tu disais par rapport au manuscrit, pendant 7 mois, vous avez cherché le moyen de reprendre la main sur les manuscrits qui ont été retrouvés. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? À la suite, on a été obligé de porter plainte pour les récupérer. Et donc, il y a eu un procès verbal on a porté plainte contre Thibaudat. Et donc, il y a la police de Nanterre qui est venue nous voir, chez moi et chez François, pour établir un procès verbal. Et il n'y a pas eu de perquisition, il n'y a eu rien du tout. Et donc, ils ont apporté tous les manuscrits à l'office à Nanterre. Et donc, tout était là. Et là, ils n'ont pas hésité à le faire, parce que là, ils ont été d'une certaine façon forcés. Et après, tous ces manuscrits ont été transcrits chez Gallimard, et Thibaudat a été complètement ghosté, quoi. Et donc, c'était tellement absurde, parce que finalement, il a été très mal conseillé. Il nous les aurait rendus, il aurait pu participer au travail qui a été fait chez Gallimard. Mais bon, ça n'a pas été possible et on a été obligé de porter plainte. Et la transcription a été compliquée ou pas ? J'y viens parce que dans les éditions, moi j'ai lu entre autres de Guerre, mais j'ai aussi, je suis en plein dans Londres. Il y a quelques éléments, parfois, c'est très rare de voir ça dans un roman récent d'un écrivain historique. On voit mots raturés ou mot le plus probable, il y a quelques fois, mais il y a quelques instants, alors c'était très très, très rare, mais on se rend compte qu'il y a un travail de transcription et qui donne l'impression d'avoir été difficile parfois. Non, mais même avant ces manuscrits inédits, Ferry, pour une autre fois, qui est un livre de Céline qui est sorti en 1952, c'était avant la trilogie allemande qui a eu très peu de succès, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moutures successives, et beaucoup, il y a de mots, il y a des écrits illisibles. C'est pas facile de retranscrire l'écriture de Céline. Surtout que, on le voit notamment, moi j'ai ce manuscrit-là, même on a aux éditions Saint-Père le manuscrit de Guerre aussi directement, il écrivait vraiment comme un médecin. Oui. C'est-à-dire que moi mon père était docteur, mon père était médecin,
Et vraiment, c'est un trait avec des bosses, quoi. Donc c'est très difficile. Mon père à moi aussi était médecin. Non, mais il rature beaucoup aussi. C'est-à-dire que les mots illisibles, c'est quand il y a 3 vagues raturées 3 fois, effectivement. Pour remettre 3 vagues au-dessus, quoi. Ouais. Exactement. Donc c'est vrai que c'était très compliqué cette transcription. Mais enfin, tous ceux qui ont travaillé chez Gallimard, c'était quand même, il y avait Godard qui est quand même un spécialiste et qui connaissent l'écriture par cœur, parce qu'il y a des abréviations qui sont propres à Céline. Donc effectivement, il les connaissait. Et c'est pour ça que Thibaudat, bon, on n'a jamais vu sa transcription. Après, dans son petit livre, il a sorti un petit livre, il s'est permis de corriger les transcriptions de Gallimard, etc. Bon, mais bon, c'était une juste compensation pour toute cette histoire qui, pour lui, a dû être... Et donc après, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il a révélé l'origine de ces manuscrits. Il refusait de nous dire, parce qu'il était journaliste à l'IB. Et donc, il s'abritait derrière le secret des sources et Pierrat, le secret professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il ne disait rien. Et finalement, tout d'un coup, il a révélé que c'était Thibaudat. Alors que nous, avec François, on a longtemps pensé que c'était Rosembly, un personnage haut en couleur qui s'était réfugié en Corse et qui a servi de comptable à Céline quand il était en Corse. Quand il était, je veux dire, à Montmartre. Et vous y êtes rendu? Vous racontez un moment, oui, vous y êtes rendu bien sûr, on y a été à Poggiolo, oui. Et qui c'est qui les aurait donnés à Thibaudat? Eh bien, c'est Moranda. C'est un grand... c'est Moranda qui lui a confié ses manuscrits. Et Moranda, c'était qui exactement? C'était un... Oh là, j'ai oublié le nom. C'était un... Il faisait quoi? C'était quoi son... Eh ben, c'était quelqu'un qui était dans la résistance. Ah, ok. C'était un grand résistant. Qui avait pris les manuscrits de Céline, qui aurait volé les manuscrits de Céline pour les donner... Il les a pris, il les a gardés dans une cave, il les a laissés, et c'est sa fille, un jour, qui descendait à la cave, qui est tombée là-dessus. Et c'était comme si elle se brûlait. Et donc elle était là, elle n'osait pas y toucher, elle voulait rien faire. Et donc un jour, elle a eu l'occasion de croiser... Thibaudat, et donc elle lui a confié ses manuscrits en lui disant de s'en occuper et de les transcrire, et il ne voulait pas les remettre à Lucette pour ne pas enrichir la veuve. C'était leur argument. Et ce qui est absolument terrible, c'est que Thibaudat, il a été voir Lucette après une représentation de l'église, et il a été la voir à Meudon, alors qu'il avait ses manuscrits, qu'il travaillait dessus, et il lui a absolument rien dit. Et elle vivait comment, Lucette, tout ça? Finalement, l'après-décès de Céline et l'héritage de Céline Lucette, à ce moment-là, elle est devenue comme quelqu'un, comme une icône d'une certaine façon. Tout le monde venait à Meudon pour la voir, et puis après repartait comme les abeilles qui viennent sur un pot de miel. Donc tout le monde défilait. Moi, à Meudon, j'ai vu passer... Et puis même au début, quand elle a commencé, parce que finalement, elle a réussi à vivre après la mort de Céline, alors qu'il y avait un procès qui était intenté contre Nord, parce que Céline n'avait pas pris soin de changer le nom des protagonistes. Et donc, il y avait un procès, elle n'avait plus rien, et elle a pu subsister grâce à ses cours de danse. Et à ce moment-là, c'est Roger Nimier essentiellement qui lui a envoyé toutes les femmes, des écrivains, donc il y avait tout un petit essaim intellectuel qui venait prendre des cours, c'était très, très couru, qui venait prendre des cours à Meudon. Et après, longtemps après, tout le monde voulait venir. Il y a Carla Bruni qui est venue à Meudon, tout le monde venait venir voir Meudon et surtout voir la maison dans son jus, parce que c'était incroyable cette maison. C'était une maison, une maison fantôme. Il y avait 4 maisons de style Louis-Philippe et elles étaient toutes refaites, sauf la maison de Lucette, de Céline. Et donc on voyait toutes ces maisons refaites à neuf. Puis tout d'un coup, au milieu, il y avait cette maison complètement décatie qui partait en ruine, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut visiter encore cette maison-là ou... Non, parce qu'aujourd'hui, la maison, elle a été vendue à un voisin qui a tout cassé.
Et donc à un moment... Mais comment c'est possible de faire ça quand même? Ouais. Mais c'était Céline. De même que rue Girardon, rue Le Pic, il n'y a aucune plaque. Alors que Marcel Aimé, Dalida, voilà. Mais là, on ne met pas. Dès qu'il y a une plaque, on vient l'enlever. Alors, pour parler de Céline à travers les yeux, évidemment, de sa femme, qui, elle, comme tu disais, n'était quand même pas antisémite, n'était pas en accord avec les idées politiques que pouvait avoir Céline, mais qui pourtant les a subies. Tu écris, en rentrant évidemment dans la peau de Lucette, « J'ai connu Céline en 1936, au moment du Front populaire, et sans arrêt, on a eu peur de la mort. Des communistes menaçaient de le tuer. Après, ce sont des juifs qui s'y sont mis. On a vécu l'exode, la prison, le Danemark. Ça a été de pire en pire, et à Meudon, il a commencé à mourir. Tout le monde n'a pas eu cette vie-là. On a été traqués comme des rats. Sans la danse, je serais morte. Oui. » Et tu dis quelque chose qui est des retranscriptions en fait des discussions avec Lucette, mais qui est qu'ils ont toute la vie subi les idées politiques de Céline, alors que Céline n'avait que dit des choses sans avoir eu d'action concrète, si tu veux. Et je sais qu'il y a un passage dans ce livre-là où tu reviens vraiment là-dessus. Enfin, je dis toi, mais vraiment, c'est encore une fois à travers le regard de Lucette. À travers le regard de Lucette. C'est ce que défendait Lucette. Moi, il y a quelque chose que je voudrais dire, parce que je sais que quand De Gaulle a refusé de gracier Brasillac, il disait « Le talent est un titre de responsabilité ». Et je pense que cette phrase, on peut l'appliquer à Céline. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui ont fait pire, qui ont même fait, mais ils n'ont pas eu du tout la même réputation épouvantable. Effectivement, parce que Céline, le talent fait que c'est lui qui reste. Les autres... S'il n'avait pas eu le... Et sachant que Brasillac, contexte Brasillac, parce que tout le monde connaît forcément, jeune talent absolument brillant, finalement finit parce qu'il est mis en situation par se dénoncer et on demande la grâce au général de Gaulle. La guerre n'est pas encore finie, dans un contexte, pour dire les choses très vulgairement, mais extrêmement chaud. Et De Gaulle refuse la grâce de Brasillac, alors même que tous les intellectuels de l'époque, avaient fait une tous pétition. Les bords, et ça, il faut aller voir sur Wikipédia, il y a tous les noms de droite, de gauche, communiste ou autre, parce qu'il était considéré comme un génie absolu, en lui disant gracier Brasillac, et finalement, c'est un geste qui a marqué l'histoire. De Gaulle refuse sous ce principe-là, mais ce qui est très fort, c'est que finalement, il aurait pu s'appliquer à Céline aussi. Mais il n'aurait pas été au Danemark, il était arrêté. Il était arrêté. Et les communistes auraient voulu le tuer aussi, parce que quand il est parti, il était vraiment attaqué par les communistes. Et que c'est le principe de responsabilité, alors même que les intellectuels qui évidemment réprouvaient Brasillac, qui était genre antisémite et collaborationniste, disaient oui, mais quand même, vous ne pouvez pas faire fusiller peut-être un des plus grands génies littéraires. Et il a été condamné et fusillé. En quelques semaines, son histoire était réglée. Ouais. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour des gens qui ont des jugements par rapport à qui était Céline? Évidemment, il y a des faits, il y a des choses qui sont réelles par rapport à son antisémitisme ou autre, pour pouvoir se dire, ok, je vais me lancer dans l'œuvre de Céline, j'ai envie quand même de découvrir en quoi est-ce que cette personne-là a révolutionné le monde de la littérature, parce que malgré tout, c'est le cas. Est-ce qu'il faut différencier qui était Céline de ce qu'il a produit, ou au contraire, il faut mettre les deux ensemble? Parce que Céline, c'est pas uniquement un antisémite. Céline, c'est quelqu'un qui a créé une nouvelle langue, et c'est même ça, finalement, sa plus grande victoire, c'est d'avoir créé une nouvelle langue, creusé une langue étrangère à l'intérieur de la nôtre, qui est comme une musique. Et moi, c'est pour ça que j'aime autant Féerie, où il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste, il décrit un bombardement avec on peut le lire dans n'importe quel sens, et c'est juste de la musique. Et Krogol, c'est pareil, il crée une langue aussi, un peu moyenâgeuse, il crée des nouveaux mots, et c'est quelque chose qui est, au niveau de la forme, qui est quand même absolument révolutionnaire. Donc ça, c'est ça qui fait quand même l'originalité de Céline. Et aussi, c'est que c'était quand même, et ça peut sembler monstrueux que je dise ça, mais c'était quand même quelqu'un qui était un médecin, qui était très proche des malades, des hommes, et qui avait une humanité, et la façon dont il parle aussi des fous, de ceux qui dévient. Il y a une tendresse, il y a quelque chose d'absolument... Il ne faisait pas payer les très pauvres aussi. Exactement, il ne faisait pas payer les malades, et il y a toute cette partie de Céline qui, quand même, indépendamment de l'écriture et des pamphlets qui sont vraiment
éructant, épouvantable à lire. Donc je sais que Solers disait que lui, il trouvait ça comique parce qu'il n'arrivait pas à le prendre au sérieux, tellement c'était outrancier, tellement c'était complètement fou. Mais il y a un autre Céline, il n'y a pas que celui-là. Mais même dans Londres, on voit à quel point, finalement, il parle d'un médecin juif qui lui a ouvert les portes pour la médecine, pour tout ce qui est humain. C'est dingue parce que c'est vrai que c'est une partie de Céline qu'on connaît au final assez mal. On connaît la partie très péjorative, l'homme qui était, qui est forcément en certaines parties déplorable, mais l'autre partie qui, elle, est très humaine, sachant que le voyage a quand même été accueilli par un milieu de gauche à sa sortie. Exactement. Il y a cette incompréhension qui crée aussi cette forme de dissonance entre mais comment est-ce qu'un homme comme ça, avec des idées comme celle-ci, a pu être en même temps quelqu'un de profondément humain et a pu écrire en même temps des choses aussi justes sur le réel. Mais Céline, alors sans que ça réponde à rien, un autre élément en plus dans la matrice quand même, c'est que Rappelguerre quelque part, mais qui est dans le voyage, c'est que c'est quelqu'un qui a fait 14-18 et qui fait partie de ces... Et il en parle à sa manière, mais très bien. Il a souvent des images sur la guerre. Bon, on a peut-être le feu de Barbus, il y a plein d'autres choses. Il a aussi sa vision, sa façon de dire la guerre. Il y a cette phrase où il est décrit à la fin un champ de bataille horrible. Il dit toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Et il conclut son chapitre comme ça, à la fin du champ de bataille. Pareil, cette musique, personne n'avait mis ça comme ça. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Et il y a plein de passages comme ça où, pareil, un moment où il décrit son narrateur, donc lui, dans guerre, où ça bombarde de partout. Le commandant est va en guerre, on y va. Il se réfugie derrière un arbre et il le décrit qui crie, puis il est décapité par un obus. Il voit les autres monter, il dit « Moi, j'étais bien là derrière mon arbre, étais-je donc le seul des lâches ?» Mais derrière ça, il y a des phrases de Céline qui étaient pour de vrai blessée à la guerre, pour le coup, qui en a gardé des séquelles toute sa vie. Etc. Mais c'est un grand traumatisé aussi de la Première Guerre mondiale et de 14-18 qu'il a faite et qu'il a faite assez jeune. Et ça, je trouve que dans Guerre, finalement, c'est un rappel, parce que dans le voyage, il en parle, mais lui-même, je crois, je trouve peut-être, mais des éléments que j'avais vus, expliquer qu'on l'a pas vraiment censuré, mais un peu dans le voyage, il parle un peu de la guerre, mais moins qu'il l'aurait souhaité. Voilà. Parce que c'était. C'est comme si Guerre, finalement, réparait l'ellipse du voyage. Exactement. Et il y a aussi une chose très importante qui fait qu'on peut aussi aimer Céline. Bon, il y a le côté mystique qui existe, parce que c'est vrai qu'il y a du religieux chez lui, et qu'on le voit tout à fait dans les lettres qu'il écrit à sa femme depuis la prison, quand il est à Copenhague. Et il y a aussi ce côté comique. Parce que ça, mais c'est inénarrable. Les lettres de Céline à Gaston Gallimard, je ne sais pas si vous avez lu ça. Si, moi j'en ai vu des vraies écrites de sa main. Il lui en envoie, et l'autre, Très vieille France. C'est surtout, finalement, la correspondance entre les deux. L'autre qui reste, Très vieille France, cher monsieur, etc. Et l'autre, sale vieil épicier, enfin bon. Et c'est vraiment très, très drôle. Et dans Guerre aussi, il y a des passages vraiment très, très drôles. Hein. Et Mort à crédit aussi. À crédit. Mais moi j'ai une question, je ne sais pas si la réponse, si c'est un mythe ou si c'est vrai, la lettre qui aurait accompagné le manuscrit de Voyage au bout de la nuit, où il aurait écrit c'est un siècle de... Il décrit son manuscrit et qu'il appelle ce machin. Je ne sais pas trop dire ce machin, mais je crois qu'il tient. Et à la fin il dit je crois que c'est bon pour un siècle de littérature et le prix Goncourt dans un fauteuil. Elle existe cette lettre. Parce que c'est quand même fort pour le coup. Quand même de dire premier manuscrit qu'il envoie, en tout cas connu, et il conclut sa lettre, parce qu'on accompagne souvent les manuscrits d'une lettre pour les éditeurs, pour qu'il y ait du contexte, et il la conclut, je crois bien que c'est un siècle de littérature et le prix Goncourt dans un fauteuil pour le charmant éditeur qui aura le courage de le choisir. Mais parce que Céline, il dit toujours tout et son contraire. C'est vrai qu'il a toujours dit, pour lui, ce qui était le plus important, c'était le côté médical. Et que vraiment la médecine pour lui c'était le plus important et que pour lui la littérature c'était pas le plus important, mais en vérité c'est pas vrai parce qu'il a quand même une très juste conscience de sa valeur. C'est une très fausse modestie aussi, attention, il était très... oui, mais bon, mais surtout il était très provocateur. Il cherchait vraiment, quand on venait le voir à la fin, les 10 dernières années où il a été à Meudon, où il était malade et que les journalistes venaient, il en rajoutait. C'était comme, ils viennent dans la fosse au lion, je leur en donne. Hein. Et donc il disait des choses horribles, uniquement par provocation, il avait ce côté. Hein. Finalement, le sens du buzz avant l'heure, du bad buzz même. Exactement. Et il faut savoir aussi qu'il n'a pas eu le prix Goncourt, alors qu'on l'avait appelé pour lui dire qu'il allait l'avoir.
Ouais. Est-ce que ça a eu un impact dans sa vie, cette histoire-là du prix Goncourt, j'ai l'impression. Bien sûr. C'est vrai, il a eu le Renaudot, mais bon... un prix de consolation. Hein, voilà. Et à cette époque, en plus, vraiment, c'était important le Renaudot que le Goncourt. Et c'est vrai qu'après, bon, il a été quand même, il était chez De Noël. Après, il y a eu les histoires avec De Noël, qui a été assassiné. Et après, c'est vrai que Gaston Gallimard, qui avait quand même le sens littéraire, il a fait des pieds et des mains pour le récupérer, de même qu'il a fait avec Proust. Il savait que c'était quand même les deux piliers de sa maison. Et donc, après, il a complètement... Bon, mais il était quand même... Céline, il aurait voulu faire publier ses ballets, ça s'est jamais fait. Krogol, pour lui, c'était le fil rouge de toute son œuvre. Ça a toujours été refusé. Et quand il a écrit Féerie, qui pour lui était vraiment ce qu'il voulait faire, au niveau de l'écriture, de la forme, de la musique, ça n'a eu aucun succès. Et à ce moment-là, il est redevenu le chroniqueur de sa vie. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire la trilogie allemande, à raconter dans Château-L'Aude, dans le Nord, toutes ses pérégrinations avant d'atterrir au Danemark. Mais il était un peu piégé quelque part par le succès du voyage et le style du voyage. C'est-à-dire le style du voyage, il y a ce côté chroniqueur, un petit peu de sa propre vie, c'est vraiment ça aussi. Mais finalement, on l'a toujours aussi cantonné ou ramené dans l'écriture à voir publier des choses qui sont proches de cette tonalité de voix du voyage, cette musique que tous les lecteurs du voyage reconnaissent comme unique et complètement novatrice. Ouais, parce qu'il y a un fond aussi qui existe avec une histoire, et c'est vrai que lui, il préférait Mort à crédit de ce qu'il avait écrit. Il y a beaucoup de Céliniens qui disent que Céline est meilleur dans Mort à crédit, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a tout dans Mort à crédit, mais surtout le côté comique. Moi, je reviens à ce côté comique, parce que c'est vrai que moi, Céline, de temps en temps, quand j'ai un peu de blues, je vais lire quelques pages de Céline, et je trouve ça tellement drôle. Pourtant, c'était un pessimiste, enfin, je veux dire... C'était un pessimiste, mais quand même, ben oui... Un peu de lumière qui finit dans la nuit, c'est comme ça qu'il parle de la vie. Et un peu de lumière qui finit dans la nuit, mais bon, il y a quand même un peu de lumière. Et il était facile à vivre, du coup, au quotidien pour Lucette dans non, le privé, bien sûr que non. Mais Lucette, elle dit qu'elle a réussi à vivre avec Céline uniquement parce qu'elle avait son propre univers à elle, elle avait la danse, elle était passionnée par la danse, et donc c'était son univers. Et donc ils ont réussi à... Mais oui, il y a aussi quelque chose que je voulais dire à propos de Lucette et du regard, quand même, qui est très intéressant de voir Céline à travers le prisme des yeux de sa femme. Et ça, Malraux l'avait bien compris quand il disait pour comprendre Céline, il faut se rapprocher de Lucette des Touches, car elle seule en a une connaissance instinctive, presque animale. Et effectivement, elle avait ce côté, elle savait quand il disait n'importe quoi, qu'il ne le pensait pas vraiment, et c'est pour ça qu'elle a jamais, elle a accepté d'être toujours avec lui, en silence. C'est vrai que leur relation, c'était quand même très silencieuse. Il n'y avait pas de dispute, elle l'accompagnait. Et du coup, elle a souffert énormément Voilà, elle écrit « Le 28 décembre, j'ai été libérée, mais il m'a fallu attendre 6 mois pour pouvoir correspondre avec Louis. Entre-temps, j'ai fait 3 tentatives de suicide. » Ouais. Elle a quand même souffert de manière vraiment extrême. Surtout au Danemark. Ouais. Elle ne parlait pas un mot. Pourquoi est-ce qu'elle a autant souffert au Danemark ? Parce qu'elle était complètement seule, qu'il était en prison et qu'elle ne voyait pas d'issue. Elle ne savait pas comment ils allaient s'en sortir. Et elle allait le voir. Elle dit, si je n'avais pas eu mon chat, je ne sais pas si j'aurais allumé un peu de chauffage dans la soupente où j'étais. Bébert. Bébert qui revient dans beaucoup de livres de Céline. Ouais. Qu'elle a amené à la prison aussi, et qui a tout traversé. L'Allemagne en flammes, il a été tout le temps avec eux, Bébert. C'est vraiment un petit personnage qui les a suivis tout le temps et qui est mort à Meudon. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à voir ? Moi, je suis bon. Je pense qu'on est... On a fait notre petite heure. C'est pour ça. Parfait. Merci infiniment. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Céline, que ce soit les manuscrits, que ce soit la vie à travers les yeux de Lucette, ou même que ce soit toi, ton parcours
Oui. Moi, ce que je trouve qui est quand même important, c'est que là, on n'a pas eu le livre qui vient de sortir au mois de mars et qui s'appelle Céline en héritage au Mercure de France. Et c'est quand même celui-là qu'on trouve facilement encore en librairie, alors que celui-là, il date de 2001 et celui-là de 2017. D'accord. Et qui sont chez Grasset. Ces deux-là sont chez Grasset. On mettra une miniature, dit Céline en héritage au Mercure de France. Céline en héritage au Mercure de voilà. France. Et on mettra une miniature au-dessus. Exactement. Je vous invite donc à vous rapprocher du livre Céline en héritage au Mercure de France. On vous mettra le lien en description de cette vidéo. Vous allez avoir énormément d'informations à l'intérieur si vous voulez en savoir plus. Vraiment, n'hésitez pas à vous plonger à l'intérieur et à découvrir cet univers qui est à la fois de l'ordre de Céline et des gens qui entourent évidemment Céline. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai passé un très agréable moment. Passionnant. Ouais, très passionnant. Franchement, j'étais scotché. J'avais envie de continuer à poser des questions pendant des heures. Merci infiniment. On manque juste un petit feu de cheminée. Un petit feu de cheminée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager cette vidéo et évidemment à vous abonner pour plus d'interviews. Passez une excellente journée. Bye bye.